Merci beaucoup. C'est un peu dommage que Karine Camby soit partie parce que moi, je lui aurais proposé de nous écrire l'histoire de l'Agence de la biomédecine pour Médecine Science, parce que Médecine Science, c'est donc une revue scientifique avec tout ce que ça implique sur le champ biomédical, mais il y a aussi une partie forum, et cette partie forum s'intéresse à tout ce qui implique la recherche biomédicale dans le champ social, et l'agence de biomédecine en fait évidemment partie, avec des chroniques de bioéthique qui existent. Alors, faire la synthèse, je n'en ai nullement la prétention, parce que avec les exposés qu'on a eus, ceux de François Thépaut, de Pierre Joannet, de Claude Sureau, de Paul Devreuil, et puis ce matin encore de Bernard Goltz, il nous faudrait des jours et des jours pour simplement essayer de rebondir ou de faire la synthèse depuis les gamètes jusqu'à la naissance. Et ça nous a été dit dans des termes non seulement techniques, mais tellement pédagogiques que je n'aurais pas la prétention de vous résumer et même de vous faire la synthèse de ce qui a été dit. Donc, c'est plutôt un tremplin que je vais essayer de prendre, partir de ce qui nous a déjà été dit pour essayer d'extraire quelques lignes de force qui, du point de vue du scientifique et du médecin, pourraient nous permettre d'avancer sur ces questions de la façon dont notre société gère la bioéthique. Alors d'emblée, je voudrais souligner la situation des scientifiques et des médecins aujourd'hui. Explorateurs du monde naturel, nous sommes également les initiateurs de procédés techniques destinés à s'en abstraire. En conséquence, avec la naissance de ce que Michel Foucault avait appelé le biopouvoir, il est normal de nous voir les premiers mis en cause, et peut-être c'est pour ça qu'à chaque fois c'est un médecin qui a initié la table ronde, dans ces nouvelles possibilités que nous confère la connaissance et le passage de ce que Michel Foucault résumait en disant « De quoi s'ouvrez-vous » à « Que désirez-vous » Mais aujourd'hui, je vais essayer quand même de réancrer les choses dans « De quoi souffrez-vous » Si notre rôle est bien d'informer sur l'état de la connaissance et d'aller plus loin, il n'est en rien de délivrer une vérité. J'ai été un peu gêné d'entendre tout à l'heure tellement de fois répéter ce terme vérité. Nous cherchons des faits, et des faits biologiques, qui trouvent une confirmation dans leur reproductibilité d'un laboratoire à l'autre. Ces faits invalident des erreurs. Après les équations de Kepler, de Copernic et les démonstrations de Galilée, la Terre ne sera jamais plus plate. Ces faits modifient donc, en conséquence, profondément la culture humaine, mais ils ne lui imposent aucune valeur, car les valeurs sociales ne sont pas des faits biologiques. Je voudrais l'illustrer très simplement, parce que la génétique est revenue de nombreuses fois par le fait que le dogme central de la biologie, c'était, après les découvertes de l'ADN, une information génétique sous forme d'ADN est transcrite sous forme d'une autre molécule, l'ARN, transcrite sous forme de protéines, et ça fait tout ce que font les cellules et le corps humain. Au cours des 15 dernières années, même si des travaux antérieurs avaient initié les choses, mais on va dire que l'explosion a été faite au cours des 15 dernières années, on a découvert que l'ADN était tellement complexe que la question même des gènes aujourd'hui est remise totalement en question. Non seulement parce que les gènes existent sous forme de fragments codants, avec des fragments régulateurs en amont, au-dessus, qui déterminent s'ils vont s'exprimer ou pas, puis des fragments régulateurs à l'intérieur. Et puis on a découvert que des empreintes étaient possibles sur cet ADN, on parle de méthylation, ça allume ou ça éteint plus ou moins les gènes. Et puis, il y a des protéines qui permettent l'enroulement de la double hélice. C'est des histones qui peuvent être, elles aussi, modifiées. Alors, ça s'ouvre comme un accordéon ou ça se ferme. Là encore, ça permet ou ça ne permet pas d'exprimer certains morceaux des gènes. Donc, aujourd'hui, ce qu'on essaye d'appeler très simplement la génétique, ce que la technique rend possible avec le fait que, aujourd'hui déjà, des séquences entières de génomes humains sont connues, et avec des progrès techniques fabuleux, il a fallu 150 millions de dollars et 4 ans de travail pour faire le génome complet de Craig Venter, l'un des pères du séquençage humain. Moins d'1 an plus tard, il a suffi d'1,5 million de dollars
et 6 mois de travail pour, avec les nouveaux séquenceurs à ultra parallèles, faire le génome de James Watson, un autre des pionniers de l'ADN. Dans 3 ou 5 ans, il suffira de quelques milliers de dollars, selon la loi de Moore, et de quelques jours, peut-être quelques semaines, pour faire la cartographie génétique de chaque individu. Mais nous savons déjà, par l'article de Nature il y a 3 semaines, qui rapportait le génome de James Watson, que ça ne nous apprend pas grand-chose. Ça ne nous apprend pas grand-chose parce que nous avons énormément de variabilité, simplement entre l'ADN qui vient de notre père et de notre mère. 3 millions de différences en termes d'une base qui change, probablement 3 à 4 fois plus, donc une dizaine de millions de différences par des trous ou par au contraire des répétitions qui se passent dans notre génome, à l'intérieur de notre propre génome. Et d'un génome à l'autre, des millions, donc 15 millions environ de différences entre chaque individu. On s'est rendu compte à l'analyse aujourd'hui du génome de Watson qu'on ne pouvait rien lui dire. Ça a été soumis à un conseiller génétique. Qu'est-ce qu'il pouvait lui dire? Qu'il avait des prédispositions pour certaines maladies. James Watson va sur ses 90 ans, il a l'air d'être en pleine forme. Ça bouleverse pas sa vie. Donc, la génétique en elle-même, la cartographie, la lecture des 3 milliards de bases de notre code génétique, techniquement, c'est de plus en plus facile, mais biologiquement, dans cette ouverture sur le réel qu'est tout système biologique, eh bien, il manque l'histoire, dont on a déjà parlé à plusieurs reprises. Il manque l'interaction et l'ouverture de tout vivant sur son environnement qui fait l'empreinte, qui fait la réalité de ce que devient la vie. Alors, on peut faire un parallèle sur le fait que le dernier demi-siècle d'histoire de la sexualité et de la procréation a montré que les progrès de la connaissance ont modifié la société, mais que les progrès de la société ont modifié la perception de la connaissance. La science a permis la dissociation entre la sexualité et la reproduction, puis entre la naturalité de la reproduction et l'assistance médicale à la procréation. Mais de façon presque indépendante, pour ne pas dire totalement indépendante, même si ensuite il y a un dialogue. Les femmes ont acquis les mêmes droits que les hommes, et grâce à certaines avancées techniques, le droit de maîtriser leur corps et leur désir ou non de procréer. L'homosexualité a quitté la case du crime ou de l'anormalité pour devenir une orientation sexuelle tout à fait reconnue. Et l'enfant, et c'est une des questions qui a été souvent évoquée, s'est vu reconnaître des droits de plus en plus en tant que personne. Au croisement du fait biologique et du fait social, l'allongement de la durée de la vie fait percevoir comme une maladie les limites naturelles au renouvellement de nos tissus, les rides de la peau, comme la baisse du taux de testostérone chez l'homme ou la ménopause chez la femme, qui étaient de nature, deviennent des pathologies. Dans ce débat entre nature et culture, entre le monde naturel et le monde technique, la science et ses résultats sont instrumentalisés. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Les opposants à une transgression de l'ordre naturel voient dans le continuum de l'offre fécondée à l'enfant les bases d'un déterminisme qui reconnaît la personne humaine dans les premiers stades de la vie et veut interdire toute recherche comme une atteinte à la dignité originelle. On peut se poser la question de ce que veut dire, en termes biologiques ou en termes médicaux, ce terme de dignité. L'autonomie, on voit bien ce que c'est. La dignité, c'est une question beaucoup plus floue et évolutive. Et grâce à Jennifer Merchant, j'ai pu lire un compte-rendu que Steven Pinker a fait sur le dernier rapport du Conseil de bioéthique américain auprès du président. Et je vous incite à lire cet article qui a été publié dans The New Republic, c'est accessible sur Internet, et dont le titre est assez évocateur. Ça s'appelle « The Stupidity of Dignity ». C'est un peu provocateur, mais je vous incite à le lire, c'est très intéressant. Pour les adorateurs de la technique, parce qu'il ne faut pas croire que tout est blanc ou tout est noir, une confusion s'opère entre la démarche scientifique d'objectivation et la démarche marchande de production de nouveaux objets avec la volonté claire d'inclure le vivant, fût-il humain, dans la commercialisation à forte valeur ajoutée. La question du continuum nous a arrêté la dernière fois dans un bref débat avec Anne Fagot-Largeau. Moi, je voudrais revenir sur le fait que même si nous avons un continuum dans l'élaboration des tissus et ensuite dans le remodelage des tissus, ce qui fait la biologie, c'est des seuils.
il n'existe pas d'événement de la biologie sans qu'il existe des seuils à franchir. Le plus simple, je le reprends, c'est la façon dont l'information se transmet dans une fibre nerveuse, une information qui part d'un ordre moteur pour faire marcher ma main. Elle va franchir 100 000 fois la taille du corps cellulaire qui l'a initiée. Elle va aller à 100 mètres par seconde. Elle se fait à travers un courant électrique. Ce courant électrique, il ne pourrait pas partir du cerveau et aller jusqu'au muscle de la main sans régulièrement être reconstitué, régénéré. Ça se fait grâce au fait que s'ouvrent des canaux qu'on appelle des canaux voltage dépendants. Ces canaux, ils peuvent s'ouvrir parce que l'information avec ce courant électrique, quand elle arrive, elle est au-dessus du potentiel où s'ouvre le canal. Bien sûr, il y a une continuité du courant électrique. Vous pouvez l'imposer en laboratoire entre moins quelque chose et plus quelque chose. Mais en dessous du seuil, les canaux restent fermés. À partir d'un seuil, ils s'ouvrent et ils s'ouvrent complètement et l'information peut circuler. Donc il ne faudrait pas, parce que ces seuils sont multiples, prendre, entre guillemets, le petit bout de la lorgnette et voir un continuum là où nous avons une multiplicité et une complexité de seuils. Le vivant est complexe. Il est complexe parce qu'il est ouvert. Il est complexe parce qu'il n'y a pas seulement une flèche unique vers la construction de l'individu. Il y a aussi, on le voit maintenant, avec les capacité de remodelage de nos tissus avec les cellules souches, avec la possibilité d'obtenir des cellules souches à partir de cellules adultes, une capacité de partir dans l'autre sens. Et là encore, parce que je vous disais qu'on a découvert au niveau de la génétique qu'on pouvait éteindre un gène en le méthylant, mais aussi le rallumer s'il est déméthylé. Qu'on pouvait compacter avec certaines histones et que cette compaction, elle peut se faire par une empreinte au moment de la naissance et durer toute la vie, ou à certains moments, soit par d'autres événements, soit par des molécules, réouvrir cet accordéon et permettre à ce gène de s'exprimer de nouveau. Il apparaît donc que les facteurs d'environnement sont totalement essentiels. Et juste pour terminer sur ce point, je rappellerai une phrase de Locke, donc il y a 4 siècles et demi, ce n'est pas parce que les choses sont telles que nous les observons qu'elles devaient être ainsi. Et la biologie illustre chaque jour le fait qu'il en est ainsi. Il me semble donc essentiel de nous interroger sur le sens social et métaphorique que nous donnons aux phénomènes biologiques que nous observons. On peut revenir sur cette question des 14 jours après la fécondation que les Britanniques ont décidé de considérer comme limite pour le préembryon. Pourquoi ? À 14 jours, il apparaît une ride sur ce qui est une sorte de sphère, une sorte de mur. Et cette ride, c'est la ligne primitive qui donnera ensuite naissance au système nerveux, qui donnera ensuite naissance à tout ce qui fait l'organe de la perception. Il va de soi, et les Britanniques le conçoivent comme nous, que c'est pas parce que ces quelques cellules apparaissent qu'il existe déjà un organe de la perception. C'est bien qu'une limite a été déterminée par un code social. La biologie ne sert ici qu'à offrir une possibilité d'ancrer une limite entre ce qui pourrait être un préembryon dans la conception britannique et ce qui sera ensuite un embryon. Mais là encore, on voit, et Claude Sureau l'a brillamment exposé quand il a parlé de la perception que pouvait avoir le fœtus déjà de son environnement, déjà à partir de 4 mois et demi, mais plus encore au cours du 3e trimestre de la grossesse, on voit toute cette importance de sortir de la métaphore et de rentrer dans le réel. Encore faut-il se poser la question de ce réel. Je vais probablement vous choquer en prenant l'exemple des comas. Aujourd'hui, on a des milliers de personnes, soit dans un coma profond, soit dans un coma vigile. Grâce aux technologies d'imagerie, on est capable de se rendre compte que les personnes dans ces états même de coma profond gardent certaines activités cérébrales et certaines activités cérébrales extrêmement spécifiques. Il a été possible chez 2 ou 3 malades déjà d'observer des réactions du cerveau aux récits très particuliers, personnels, faits à côté de l'individu ou faits par une voix familière de l'individu. Donc, on est bouleversé par une telle découverte. Mais en même temps, que veut dire cette réaction d'une partie du cerveau
a une spécificité, a un message de son environnement. Est-ce que ça veut dire que la personne dans le coma a confiance? Est-ce que ça veut dire que son cerveau fonctionne comme le vôtre en ce moment, si mon discours ne vous a pas totalement endormi? Non. Ça veut simplement dire que le système nerveux de l'embryon du fœtus, perçoit les bruits et certaines lumières de son environnement et qu'il faut adopter des mesures de prudence pour ne pas risquer des traumatismes ou des empreintes qui pourraient durer à long terme. Cela veut dire qu'on doit prendre un certain nombre de précautions, même pour des malades dans un coma profond. Mais ça ne veut pas dire que ce sont des gens en état de conscience, vigiles comme le nôtre. Les faits sont les faits, la façon dont nous les interprétons est une totale autre chose. Alors bien sûr, pour revenir à Foucault et à Dominique Memmi, que Jennifer Merchant m'a également souvent cité, on est passé de l'ancien système de souveraineté où il s'agissait de faire mourir ou laisser vivre, à ce qui est aujourd'hui en débat, qui est de faire vivre ou laisser mourir. Et Foucault constatait que le nouveau sujet qui émerge du progrès technique cherche à mieux émerge d'une nouvelle technicité. Et que contrairement à ce qu'on pourrait croire, la technique n'anéantit pas l'homme, la technique crée un homme nouveau, un individu nouveau, et en particulier pour ce qui nous concerne, en nous révélant tout un nouveau monde et en nous révélant des possibilités nouvelles, nous révèle aussi des pouvoirs que nous avons sur nous-mêmes nouveaux. Alors, ces pouvoirs, dans le monde de compétition et dans le monde marchand dans lequel nous vivons, ils s'expriment aussi par la tentative constante d'instrumentalisation de la biologie. Et pour ce qui me concerne, puisqu'il faut quand même de temps en temps lancer quelques pics et polémiques, je considère que l'instrumentalisation qui a été faite du terme thérapeutique dans la loi de bioéthique n'est qu'une version hypocritement moralisatrice du lobbying utilitariste et mercantile qui s'illustre également dans le champ de la brevetabilité du vivant. Je vous rappelle que les médicaments ont très longtemps été exclus du champ de la brevetabilité. D'une part, pour ne pas donner un label à des molécules qui étaient du charlatanisme, d'autre part parce qu'une molécule, fût-elle chimique, fût-elle bien décrite, quand elle entre dans le corps du patient, elle réagit de façon spécifique et particulière, et c'est pour ça qu'il faut encore aujourd'hui des médecins pour prescrire et suivre les différents traitements. Le médicament est rentré dans le champ de la brevetabilité dans les années 60. Il y a eu des larges débats auxquels beaucoup d'entre nous ici ont participé sur la brevetabilité de l'ADN. Et je crois que l'illustration que je vous ai donnée tout à l'heure de la remise en question de ce que c'est qu'un gène vous montre à quel point il n'est pas possible, à mon avis, de prendre une propriété intellectuelle de produit sur une molécule aussi plastique, aussi dépendante de son environnement que l'ADN. C'est exactement la même chose aujourd'hui sur le débat sur la brevetabilité dans le champ des cellules souches. Qu'on puisse prendre des brevets sur des procédés, ce qu'avait déjà fait Pasteur il y a un siècle et demi, parce qu'on améliore la capacité d'une cellule à prendre sous forme de greffe, qu'on améliore cette cellule en lui inscrivant un gène supplémentaire qui va lui permettre de survivre dans un environnement difficile, pourquoi pas, mais qu'on puisse s'attribuer l'ignorance, qu'on puisse prendre une propriété sur l'ignorance qu'est la cellule souche qui va réparer le tissu elle-même en étant réinscrite dans l'environnement du patient, c'est quelque chose qui me paraît profondément choquant. Et c'est accorder, non pas, comme je viens de le dire, une propriété à la connaissance, même pas une captation de la connaissance, mais une extension du champ de la marchandisation à l'ignorance. Alors il n'étonnera personne que je veuille conclure sur les neurosciences, même avec l'embryon, même avec le fœtus, même si on a déjà vu que le fœtus avait un système nerveux en constitution. L'enfant, le fœtus, l'embryon n'existent pas ex nihilo, ils sont d'abord ce que nous concevons qu'ils sont. Et je voudrais insister pour terminer sur deux notions essentielles de notre activité cérébrale. D'une part, le fait que nos mécanismes de décision sont le plus souvent inconscients, et généralement émotionnel, et d'autre part, le fait que notre cerveau fonctionne par une évaluation permanente de l'intentionnalité de l'autre, dans une projection anthropomorphique du monde. Nos décisions sont inconscientes, et la rationalisation est plaquée a posteriori. Une expérience simple, ancienne, puisqu'elle a 30 ans, c'est qu'on a demandé à des étudiants de Stanford, étudiants et étudiantes, de choisir parmi une rangée de culottes.
Et ils ont tous choisi une culotte. On leur demandait pourquoi. C'était la couleur, c'était la texture, c'était la forme qui leur paraissait plus confortable. En fait, toutes les culottes étaient identiques et ils avaient simplement choisi celles qui étaient à hauteur de leurs yeux et à portée de leur main droite. D'où le fait que toutes les têtes de gondole dans les supermarchés sont organisées comme ça pour vous faire acheter le produit qui est à hauteur de vos yeux et à portée de votre main droite. Évidemment, la rationalisation était post-hoc. Nos décisions sont émotionnelles. Il y aurait trop de temps à passer sur cette question. Je vais vous prendre une illustration qui est le jeu de l'ultimatum qui a été développé par l'équipe de Damasio dans l'Iowa. 2 joueurs doivent se partager une somme, on va prendre pour être un peu ridicule, 10 €. Si le partage est accepté, chacun repart avec la somme. Si le partage est refusé, personne ne reçoit rien. Les joueurs ne se connaissent pas et ne joueront ensemble qu'une partie. L'optimisation rationnelle d'un gain voudrait que le partage soit accepté quel qu'il soit. Mieux vaut un peu que rien du tout. Et personne n'y perd rien puisqu'ils ne se reverront pas après. Mais dans la réalité, dès que le partage atteint 9 pour 1, 90% des gens refusent. Et l'observation de l'activité cérébrale montre que la réaction est rapide et qu'elle met en jeu une flambée des centres émotionnels, en particulier le cortex limbique. Notre cerveau est aussi une machine à concevoir ce qui est juste. Notre activité cérébrale se développe dans une projection anthropomorphique du monde. Là, je vais vous rapporter une expérience récente qui a utilisé un film d'animation en noir et blanc qui a été fait en 1943 et à titre expérimental, donc pas du tout pour la publication dans Neurones de l'an dernier. Il s'agissait de 2 formes géométriques, un grand et un petit triangle, et d'un cercle. Et tout ça se promène dans l'écran. Évidemment, à certains moments, les formes sortent de l'écran où ils rentrent, et à certains moments, les formes rentrent en collision. Quand on présente ce film à des gens normaux et qu'on leur demande qu'est-ce qu'ils voient, ils décrivent un méchant grand triangle qui essaye d'avaler un petit cercle et un courageux petit triangle qui essaye de le protéger. Quand vous prenez des gens qui ont eu par un accident vasculaire ou une tumeur une lésion de l'amygdale, qui est un des carrefours importants entre le cortex préfrontal, qui est notre rationalité, l'élaboration de scénarios, et le cortex limbique, qui est l'intégration de nos émotions, ces gens décrivent un film en noir et blanc où il y a un grand triangle, un petit triangle et un petit cercle. Comme j'ai dit en commençant, la science n'est pas là pour nous imposer une vérité absolue parce qu'elle serait biologique. Notre cerveau est une formidable machine à émettre des hypothèses. Nous ne passons pas notre temps à percevoir la réalité, nous passons notre temps à imaginer la réalité et à comparer cette imagination, les hypothèses que nous avons faites, par rapport aux expériences antérieures. Et les expériences antérieures viennent alimenter cette élaboration de scénarios. Nous ne savons pas si les choses sont vraies, nous évaluons si les choses sont cohérentes. C'est pour ça que nous croyons aux illusionnistes. Mais la science peut grandement nous éclairer dans le processus qui régit l'architecture de la pensée et nous conduire à faire les choix culturels, relatifs, évolutifs qui sont devant nous. Merci.